Alors que j'étais en plein travail, mon mari cruel m'a quand même forcé à préparer le dîner malgré mes contractions. Dès que j'ai servi la nourriture, il a jeté l'assiette par terre et a hurlé « Je ne veux pas de ce bébé. Tu l'élèveras seul. Je ne vais pas gaspiller mon argent pour toi ou ton enfant inutile. » Quand je l'ai prévenu qu'il le regretterait, il a explosé de rage. Il a attrapé ma gorge et m'a étranglé tout en me frappant si fort au nez que le sang a coulé sur mon visage et que je me suis effondrée sur le sol. Ma belle-mère, qui était là, a ajouté « Tu le mérites pour avoir piégé mon fils. » Mon beau-père m'a donné un coup de pied dans le ventre de femme enceinte. Débarrasse-toi de cette chose. Mais ce qu'il a fait ensuite a été encore plus douloureux et choquant. Les contractions avaient commencé 3 heures plus tôt. Des vagues de douleur qui me pliaient en deux toutes les 7 minutes. Je m'agrippais au comptoir de la cuisine, respirant à travers une autre vague, la sueur perlant sur mon front. Je n'avais pas encore perdu les os, mais tout ce que j'avais lu me disait que je devrais déjà être à l'hôpital. Le dîner n'est toujours pas prêt ? La voix de Travis a percé ma concentration. Il se tenait à l'entrée de la cuisine exiguë de notre appartement, sa cravate desserrée après le travail, l'irritation gravée sur ses traits. « Je suis en travail », ai-je réussi à dire entre 2 respirations. Les contractions se rapprochent. Nous devons y aller. Il a ri. Un vrai rire. L'accouchement dure des heures. Ma mère a été en travail pendant 18 heures avec moi. Tu as tout le temps de finir de cuisiner. Une autre contraction m'a frappée. Plus forte cette fois. J'ai serré le comptoir si fort que mes jointures sont devenues blanches. Travis, s'il te plaît. Quelque chose ne va pas. La douleur est trop intense. Arrête de faire ton cinéma. Il s'est dirigé vers le réfrigérateur et a sorti une bière. Mes parents arrivent dans 20 minutes. Tu as promis un rôti de bœuf. Vas-tu vraiment me mettre dans l'embarras devant eux ? Je voulais crier que notre bébé comptait plus que le rôti de bœuf, plus que l'opinion de ses parents, plus que tout. Mais j'avais appris au cours des 8 derniers mois que discuter avec Travis ne faisait qu'empirer les choses. L'homme que j'avais épousé 2 ans plus tôt avait disparu dès l'instant où je lui avais annoncé ma grossesse. Avec des mains tremblantes, j'ai sorti le rôti du four. La chaleur m'a donné des vertiges. J'avais passé 3 heures debout à cuisiner ce dîner élaboré pendant que mon corps essayait de mettre notre fille au monde. Chaque mouvement envoyait de nouvelles vagues d'agonie à travers mon abdomen. La sonnette a retenti. Les parents de Travis sont arrivés pile à l'heure, comme toujours. Sa mère, Dorothy, est entrée, arborant son expression habituelle de désapprobation. Son père, Gérald, la suivait, cherchant déjà quelque chose à critiquer. L'appartement sent encore la peinture, a annoncé Dorothy en plissant le nez. Je t'avais dit de ne pas repeindre la chambre du bébé si tard dans la grossesse. Les vapeurs ne sont pas bonnes pour le bébé. J'ai ravalé une réponse. Travis avait insisté pour repeindre la chambre la semaine dernière, ignorant mes inquiétudes. Maintenant, sa mère m'en tenait pour responsable. Une autre contraction m'a saisi. J'ai eu le souffle coupé, m'agrippant au dossier d'une chaise de la salle à manger. Elles arrivaient maintenant toutes les 5 minutes. Pour l'amour du ciel, a dit Dorothy. Faut-il que tu sois si théâtrale ? Les femmes accouchent depuis la nuit des temps. Ma génération ne faisait pas tant d'histoire. Le père de Travis s'est servi un généreux verre de whisky de notre bar. Ma femme a eu Travis et son frère sans aucun antidouleur. Elle est retournée cuisiner le soir même. Cette génération est trop douillette. Je voulais lui dire que sa femme était soit surhumaine, soit qu'il mentait, mais une autre contraction m'a volé mon souffle. Celle-ci était différente, plus basse et plus urgente. La peur m'a transpercée. Travis, ai-je murmuré. S'il te plaît, quelque chose ne va vraiment pas. Il m'a ignoré, aidant sa mère à s'asseoir à table. J'ai apporté le rôti, mes mains tremblant tellement que la sauce a éclaboussé le plat. Alors que je posais le plat devant Travis, il l'a regardé avec dégoût. C'est trop cuit. Regarde-moi ça. As-tu seulement suivi la recette que ma mère t'a donnée ? Je l'ai suivie à la lettre, ai-je dit doucement. Je cuisine depuis 3 heures en ayant des contractions toutes les quelques minutes.
Il a pris son assiette et a étudié la tranche de viande que j'y avais placée. Puis, sans prévenir, il a projeté l'assiette entière à travers la pièce. Elle s'est brisée contre le mur, laissant une traînée de sauce et des morceaux de viande glisser le long de la peinture. « Je ne veux pas de ce bébé », a-t-il hurlé, son visage rouge de colère. « Tu l'élèveras seul parce que je ne vais pas gaspiller mon argent pour toi ou ton enfant inutile. » Les mots m'ont frappé plus durement que n'importe quel coup physique. Je suis resté figé, incapable de traiter ce qu'il venait de dire. C'était le père de mon enfant, l'homme qui avait promis de m'aimer et de me chérir. « Tu vas le regretter », je me suis entendu dire. Ma voix semblait lointaine, étrange à mes propres oreilles. Un jour, tu réaliseras ce que tu as jeté. Ses yeux se sont assombris de rage. Avant que je puisse bouger, il était sur moi. Sa main s'est refermée sur ma gorge, coupant mon air. J'ai griffé ses doigts, la panique m'inondant alors que des points noirs dansaient devant mes yeux. Puis son poing a heurté mon nez. Le craquement a résonné dans l'appartement. Le sang chaud a coulé sur mon visage, remplissant ma bouche d'un goût de cuivre. Mes jambes ont cédé et je me suis effondré sur le sol, mon ventre de femme enceinte heurtant le carrelage avec un bruit sourd et écœurant. À travers le bourdonnement dans mes oreilles, j'ai entendu la voix de Dorothy. « Tu le mérites pour avoir piégé mon fils. Tomber enceinte était ta façon de le forcer à rester avec toi. » J'ai essayé de me recroqueviller autour de mon ventre pour protéger ma fille, mais le pied de Gérald m'a atteinte à l'estomac. La douleur était au-delà de tout ce que j'avais jamais connu. « Débarrasse-toi de cette chose », a-t-il grondé. Mais Travis n'avait pas fini. Pendant que je gisais sur le sol, en sang, il est allé dans la chambre du bébé. J'ai entendu des tiroirs s'ouvrir, des objets être jetés. Quand il est revenu, il tenait la robe blanche que j'avais passé des semaines à coudre à la main pour le retour de notre fille à la maison. Il a tenu mon visage d'une main, me forçant à regarder tandis qu'il sortait son briquet de l'autre. La flamme instantanément prit sur le tissu délicat. J'ai regardé des années de rêve partir en fumée, la petite robe se transformant en cendre entre ses mains. « Voilà à quoi ressemble ton avenir », a-t-il dit doucement. « Rien. Tu n'auras rien parce que tu n'es rien. Je demande le divorce demain, et je m'assurerai que tu n'obtiennes pas un seul centime. » Il a laissé tomber le tissu en feu sur mes genoux. J'ai lutté pour l'enlever, criant alors qu'il brûlait ma peau à travers ma robe. Dorothy et Gérald regardaient sans bouger pour m'aider. Puis Travis a attrapé ses clés. « Je vais passer la nuit à l'hôtel. Quand je reviendrai demain, je veux que toi et toutes tes affaires aient disparu. Tu peux accoucher dans le caniveau, je m'en fiche. » Ils sont partis. Tous les trois sont sortis, me laissant seul, en sang, brûlé et en plein travail sur le sol de la cuisine. Je suis resté là pendant ce qui a semblé des heures, mais qui n'était probablement que des minutes. Puis une autre contraction est arrivée, et celle-ci a provoqué la rupture de la poche des os dans un flot soudain. J'ai réussi à ramper jusqu'à mon téléphone et à appeler le 911. La voix calme de l'opératrice m'a guidé à travers des exercices de respiration pendant que nous attendions l'ambulance. Elle est restée en ligne, me parlant de tout et de rien pour me garder consciente. Les ambulanciers m'ont trouvé gisant dans une mare de sang et de liquide amniotique. Ils m'ont mise sur une civière, ont posé une perfusion et m'ont transportée d'urgence à l'hôpital. Dans mon brouillard de douleur, j'ai entendu l'un d'eux annoncer par radio un possible décollement placentaire et un traumatisme maternel. À l'hôpital, tout est devenu un flou de lumière crue et de voix urgentes. Quelqu'un criait que le rythme cardiaque du bébé chutait. Des mains ont pressé un masque à oxygène sur mon visage. J'ai senti la piqûre froide de nouvelles perfusions. Un médecin est apparu au-dessus de moi, son visage sérieux mais gentil. « Nous devons faire une césarienne d'urgence. Votre bébé est en détresse. Comprenez-vous ?» J'ai hoché la tête. On m'a emmené en salle d'opération. Quelqu'un a compté à rebours à partir de 10. Je n'ai pas dépassé 7. Je me suis réveillé dans le silence. Ce silence terrifiant et vide qui signifiait que quelque chose s'était horriblement mal passé. Une infirmière était assise à côté de mon lit, sa main sur mon bras. « Mon bébé », ai-je murmuré. Ma gorge était à vif là où Travis m'avait étranglé.
Elle est vivante, a dit rapidement l'infirmière. Mais elle est en unité de soins intensifs néonatal. Elle est née prématurément à cause du traumatisme, et elle a du mal à respirer seule. Mais c'est une battante. 1,4 kg de pure détermination. J'ai commencé à pleurer, un mélange de soulagement et de peur. Puis-je la voir bientôt? Le médecin doit d'abord vous examiner. Vous avez le nez cassé, 3 côtes fêlées, des brûlures aux jambes et vous avez perdu beaucoup de sang. Vous avez de la chance d'être en vie. Chanceuse? Je ne me sentais pas chanceuse. Je me sentais détruite. La police est arrivée ensuite. L'infirmière devait les avoir appelés à cause de mes blessures. 2 officiers, un homme et une femme, ont approché des chaises de mon lit. Leurs questions étaient douces mais approfondies. Je leur ai tout raconté pendant que l'officière prenait des photos de mes blessures. Nous allons l'arrêter, a dit l'officier masculin. Ce qu'il vous a fait, avouer à votre enfant un être, constitue de multiples crimes, agressions, violences domestiques, mise en danger d'enfants. Ses parents aussi, ai-je dit d'une voix rauque. Ils ont participé. Son père m'a donné un coup de pied dans le ventre alors que j'étais enceinte. Sa mère a tout encouragé. Les officiers ont échangé un regard. Nous allons enquêter. Avez-vous un endroit sûr où aller quand vous sortirez? J'ai secoué la tête. J'avais perdu le contact avec la plupart de mes amis pendant mon mariage avec Travis. Il m'avait isolé si progressivement que je ne l'avais remarqué que trop tard. Mes parents étaient décédés dans un accident de voiture 3 ans plus tôt. Je n'avais ni frère ni sœur, aucune famille à part une tante en Oregon à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Une assistante sociale est entrée après le départ de la police. Elle s'appelait Catherine et elle m'a aidé à naviguer dans le cauchemar qu'était devenu ma vie. Elle a organisé un logement temporaire dans un foyer pour femmes, m'a aidé à demander une ordonnance de protection et m'a mise en contact avec un avocat de l'aide juridique. Finalement, on m'a laissé voir ma fille. Une infirmière m'a emmenée en fauteuil roulant jusqu'à l'usin. Mon bébé était dans une couveuse, si petite et fragile avec des tubes et des fils attachés à son petit corps parfait. Ses yeux étaient fermés, sa poitrine se soulevant et s'abaissant avec l'aide d'un ventilateur. Vous pouvez la toucher à travers les hublots, m'a dit doucement l'infirmière de l'usin. J'ai tendu la main et j'ai caressé sa main incroyablement petite avec un doigt. Elle a enroulé ses minuscules doigts autour du mien, et quelque chose de féroce et de protecteur s'est élevé en moi. Je vais t'appeler Lily, lui ai-je murmuré. D'après ma mère. Et je te promets, ma petite fille, que je vais m'assurer que les gens qui ont fait ça paient pour ce qu'ils ont fait. Pas seulement à moi, mais à toi. Travis a été arrêté cette nuit-là à son hôtel. La police l'a trouvé ivre, se vantant au barman d'être enfin débarrassé de sa femme profiteuse. Ses parents ont été arrêtés le lendemain matin à leur domicile. Les chefs d'accusation comprenaient agression aggravée, violence domestique, mise en danger d'enfants et tentative de meurtre. Mon avocat de l'aide juridique, Patrick Sullivan, a été une bénédiction. Il était jeune mais passionné, et il me croyait. Plus important encore, il croyait en moi. En 2 jours, il a demandé le divorce en urgence et la garde exclusive, ainsi qu'une poursuite civile contre Travis et ses parents. Ils vont essayer de vous faire passer pour instable, m'a prévenu Patrick. Ils diront que vous avez provoqué l'attaque, que vous exagérez vos blessures. Nous devons construire un dossier en béton. Et nous l'avons fait. Les dossiers de l'hôpital documentaient tout. L'enregistrement de l'appel au 911 a capturé mes appels à l'aide désespérés. L'appartement avait des caméras de sécurité dans le couloir qui montraient Travis et ses parents arriver, puis repartir alors que j'étais clairement en détresse. Des voisins avaient entendu les cris et le bruit de l'assiette brisée. Mais la preuve la plus solide est venue d'une source inattendue. Le jeune frère de Travis, Justin, s'est manifesté. Il avait échangé des SMS avec Travis ce soir-là, et Travis lui avait envoyé des photos de moi gisant sur le sol, suppliante. Les messages montraient Travis se vantant de m'avoir donné une leçon et de s'être débarrassé du fardeau. Justin était dégoûté par les actions de son frère. Il nous a tout donné, y compris des enregistrements de dîners de famille où Dorothy et Gérald avaient discuté de la manière de se débarrasser de moi et du bébé. Il planifiait cela depuis des mois,
essayant de trouver un moyen de me forcer à partir sans avoir à payer de pension alimentaire. Le procès pénal a eu lieu en premier. J'ai témoigné pendant 3 heures, revivant chaque moment horrible pendant que l'avocat coûteux de Travis essayait de me briser. Il a suggéré que je m'étais brûlé moi-même, que je m'étais jeté au sol, que je m'étais en quelque sorte frappé au visage assez fort pour me casser le nez. Le jury n'y a pas cru. Ils ont délibéré pendant moins de 2 heures avant de déclarer Travis coupable de tous les chefs d'accusation. Ses parents ont également été condamnés. Le juge a condamné Travis à 15 ans de prison. Dorothy a eu 7 ans. Gerald en a eu 10. J'espère, a dit le juge lors du prononcé de la peine, que vous passerez chaque jour de votre incarcération à penser à l'enfant innocent que vous avez essayé de détruire et à la femme dont le seul crime était de vous aimer. Le procès civil a suivi. Patrick s'est attaqué à tout, le fonds en fiducie de Travis, les actifs de ses parents, leurs propriétés d'investissement, leurs comptes de retraite. Le jury m'a accordé 12 millions de dollars de dommages et intérêts. Avant que le verdict ne soit lu, l'avocat de Travis a fait une dernière tentative de règlement. Ils ont offert 200 000 dollars et des excuses publiques. Patrick m'a regardé pour savoir quoi faire et j'ai secoué fermement la tête. Il ne s'agissait plus d'argent, même si la sécurité financière changerait tout pour Lily et moi. Il s'agissait de responsabilité, de s'assurer qu'ils comprenaient l'ampleur de ce qu'ils avaient fait. Le président du jury s'est levé et a lu le verdict. 12 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires, et 5 millions de plus en dommages-intérêts punitifs. La salle d'audience a éclaté. Dorothy s'est évanouie sur son siège et le visage de Gerald est devenu violet de rage. Travis regardait droit devant lui, la mâchoire si serrée que je pensais que ses dents pourraient se briser. À l'extérieur du palais de justice, les journalistes nous ont assaillis. Patrick m'avait préparé à ce moment. Je me suis tenue sur les marches, la photo de bébé de Lily serrée dans ma main, et j'ai parlé clairement dans les microphones. Ce verdict ne me concerne pas seulement moi, ai-je dit. Il concerne chaque femme à qui l'on a dit qu'elle ne valait rien. Chaque mère qui a été attaquée alors qu'elle portait son enfant. Chaque survivante qui a été blâmée pour ses propres abus. Travis Morgan et ses parents pensaient qu'ils pouvaient me détruire sans en subir les conséquences. Aujourd'hui, la justice leur a prouvé le contraire. La couverture médiatique a été considérable. Mon histoire est devenue virale. En quelques jours, je recevais des messages de centaines de femmes partageant leurs propres expériences de violence domestique. Beaucoup n'avaient jamais signalé leurs abus parce qu'elles pensaient que personne ne les croirait ou parce qu'elles craignaient que le système juridique ne les protège pas. La famille de Travis a contesté le jugement. Bien sûr, ils ont fait appel. Ils ont essayé de cacher des actifs. Ils ont fait tout leur possible pour éviter de payer. Mais Patrick était implacable. Il a gelé leurs comptes, placé des hypothèques sur leurs propriétés et a traqué chaque actif caché qu'ils essayaient de dissimuler. Lily est rentrée de l'USIN après 6 semaines. Ce furent les plus longues semaines de ma vie, à conduire jusqu'à l'hôpital chaque jour, à la tenir dans mes bras pendant cet été, à lui lire des histoires même si elle était trop jeune pour comprendre. Les infirmières de l'USIN sont devenues ma famille, me soutenant à travers l'inquiétude et la peur sans fin. Ramener Lily à la maison m'a terrifiée plus que je ne l'avais prévu. Le foyer pour femmes était temporaire, mais Patrick avait réussi à obtenir un paiement d'urgence des comptes gelés de Travis pour couvrir les frais de subsistance immédiats. Avec cet argent, j'avais loué un petit appartement de 2 chambres dans un quartier sûr avec de bonnes écoles. J'ai passé une semaine entière à sécuriser chaque surface, à installer des verrous à chaque fenêtre et à mettre en place un système de sécurité qui m'alerterait si quelqu'un s'approchait à moins de 3 mètres de notre porte. Cette première nuit seule avec Lily, j'ai à peine dormi. Chaque bruit me faisait sursauter. Chaque voiture qui passait dehors faisait battre mon cœur. Je n'arrêtais pas de vérifier sa respiration, convaincu que quelque chose de terrible arriverait si je baissais la garde ne serait-ce qu'une seconde. La conseillère en traumatologie que l'hôpital m'avait recommandée disait que cette hypervigilance était normale, qu'elle s'estomperait avec le temps. Mais ces premiers mois, c'était comme vivre dans un état d'urgence constant. La stratégie juridique agressive de Patrick a finalement porté ses fruits.
Il a fallu 3 ans d'appel et de procédures de recouvrement d'actifs, mais j'ai finalement reçu presque chaque centime du jugement de 17 millions de dollars. Les parents de Travis ont perdu leur maison, leur propriété de vacances à Aspen et la plupart de leurs économies. Travis a perdu son fonds en fiducie et tout héritage qu'il aurait pu recevoir. L'argent du règlement a créé ses propres complications une fois qu'il est finalement arrivé. Soudain, j'avais des ressources que je n'aurais jamais imaginé avoir, mais je n'avais aucune idée de comment les gérer correctement. Patrick m'a mis en contact avec une conseillère financière nommée Grace Chen, spécialisée dans l'aide aux survivantes d'abus pour naviguer dans les changements financiers soudains. Grace m'a appris les investissements, les fiducies et la planification financière à long terme. Elle m'a aidé à créer un fonds d'études pour Lily que Travis ne pourrait jamais toucher, même s'il trouvait un moyen de contester l'arrangement de garde. L'argent, c'est le pouvoir, m'a dit Grace lors de l'une de nos premières réunions. Et le pouvoir est exactement ce que les agresseurs essaient de prendre à leurs victimes. Apprendre à gérer cet argent n'est pas seulement une question de sécurité financière. C'est une façon de reprendre le contrôle qu'ils vous ont volé. J'ai utilisé une partie de l'argent du règlement pour retourner à l'école. J'avais abandonné l'université pour épouser Travis, convaincu par lui que je n'avais pas besoin d'un diplôme car il s'occuperait de tout. Maintenant, je me suis inscrite à un programme de commerce, suivant des cours du soir pendant que Lily dormait. J'ai aussi créé une fondation pour aider d'autres survivantes de violences domestiques. La fondation Lily fournissait une aide juridique, un logement temporaire et une formation professionnelle aux femmes fuyant des relations abusives. Je savais par expérience à quel point il semblait impossible de partir quand on n'a pas d'argent, pas de système de soutien et pas d'espoir. La création de la fondation est devenue ma thérapie. Chaque politique que j'écrivais, chaque procédure que j'établissais, chaque système de soutien que je construisais venait de ma propre expérience de ce qui m'avait manqué quand j'avais le plus besoin d'aide. J'ai interviewé des dizaines de survivantes, leur demandant ce qui aurait facilité leur fuite, quelles ressources elles auraient souhaité avoir, quelles barrières les avaient maintenues piégées plus longtemps que nécessaire. Les histoires me brisaient le cœur encore et encore. Des femmes qui restaient parce qu'elles n'avaient nulle part où aller. Des mères qui enduraient des années d'abus parce que partir signifiait perdre la garde de leurs enfants. Des survivantes qui s'échappaient pour être traînées devant des systèmes judiciaires qui leur reprochaient de ne pas être parties plus tôt. Chaque histoire renforçait ma détermination à créer quelque chose de meilleur, quelque chose qui s'attaquait aux véritables obstacles auxquels les survivantes étaient confrontées. J'ai engagé une psychologue clinicienne nommée Dr. Andrea Walsh pour développer notre programme de conseil. Andrea avait elle-même survécu à la violence domestique 20 ans plus tôt, et elle comprenait l'impact psychologique complexe des abus d'une manière qu'aucun manuel ne pouvait enseigner. Elle a créé une approche holistique qui répondait aux besoins de sécurité immédiat tout en aidant les survivantes à traiter leur traumatisme et à reconstruire leur estime de soi. La thérapie traditionnelle échoue souvent avec les survivantes d'abus, a expliqué Andrea lors de nos réunions de planification. Elle se concentre sur la guérison de l'individu sans aborder les problèmes systémiques qui ont permis l'abus en premier lieu. Nous devons combiner un soutien immédiat avec un plaidoyer à long terme et un changement social. La fondation a grandi rapidement. D'autres survivantes ont partagé leurs histoires, et j'ai réalisé à quel point mon expérience était courante. Tant de femmes piégées dans des mariages avec des hommes qui devenaient violents, des familles qui cautionnaient les abus, des systèmes qui ne parvenaient pas à protéger les plus vulnérables. Justin est devenu un allié inattendu. Il a complètement coupé les ponts avec ses parents et son frère après le procès. Il s'est porté volontaire à la fondation, utilisant sa propre expérience d'avoir grandi dans cette famille toxique pour aider à identifier les signes avant-coureurs d'abus. Je n'avais pas réalisé à quel point notre famille était tordue jusqu'à ce que je vois ce que Travis t'a fait, m'a-t-il dit un jour alors que nous organisions des boîtes de dons. Mes parents nous ont élevés pour voir les femmes comme des biens, comme des outils pour faire avancer le nom de la famille. Ce n'est qu'en m'éloignant d'eux que j'ai compris à quel point cette pensée était toxique. Quand Lily a eu 5 ans, la fondation avait aidé plus de 300 femmes et leurs enfants à échapper aux abus. Nous avions ouvert 3 centres d'hébergement et avions une équipe de 20 personnes, y compris des avocats, des conseillers et des gestionnaires de cas. Le travail était dur mais gratifiant. Chaque femme que nous aidions était comme une petite victoire contre les Travis Morgan de ce monde.
Un cas en particulier m'est resté en mémoire. Une femme nommée Cassandra est venue nous voir avec ses 3 enfants, fuyant un mari qui l'avait envoyée 2 fois à l'hôpital. Elle n'avait aucune éducation au-delà du lycée, aucune expérience professionnelle et aucune confiance en sa capacité à s'en sortir seule. Notre programme de formation professionnelle lui a appris la facturation et le codage médicaux. En 6 mois, elle avait un emploi à temps plein avec des avantages sociaux. En 1 an, elle avait économisé assez pour un dépôt de garantie sur un appartement. Le jour où Cassandra a emménagé dans son propre logement, elle m'a apporté des fleurs et une carte. « Vous m'avez rendu ma vie », écrivait-elle. « Vous m'avez montré que survivre ne suffit pas. Je mérite de m'épanouir. Merci d'avoir cru en moi quand je ne pouvais pas croire en moi-même. » Des histoires comme celle de Cassandra alimentaient ma détermination à étendre la portée de la fondation. J'ai commencé à voyager pour des conférences, à parler de la prévention de la violence domestique et du soutien aux survivantes. Au début, parler en public me terrifiait. Être sur une scène signifiait être visible, vulnérable, exposé. Et si quelqu'un contestait mon histoire? Et s'il me reprochait de ne pas être partie plus tôt, d'avoir épousé Travis en premier lieu? Mais alors je me souvenais des femmes qui comptaient sur moi pour être leur voix. Je me souvenais de Lily qui grandissait dans un monde où une femme sur 4 subirait des violences domestiques au cours de sa vie. Mon inconfort importait moins que leur sécurité. Alors, j'ai appris à parler avec confiance, à partager mon histoire sans honte, à défier les systèmes et les attitudes qui permettaient les abus. J'ai obtenu mon MBA quand Lily avait 6 ans. Elle était assise dans le public, portant une petite toge et un mortier que je lui avais acheté, tenant une pancarte qui disait « C'est ma maman ». Mes professeurs étaient devenus des mentors et des amis, me soutenant à travers les défis d'être une mère célibataire et une étudiante à temps plein. Après mon diplôme, j'ai créé ma propre société de conseil spécialisée dans l'aide aux petites entreprises pour développer des stratégies de croissance durable. L'entreprise a décollé plus vite que je ne l'avais imaginé. En 2 ans, j'avais 15 employés et des clients dans 3 États. Lily s'épanouissait. Elle était brillante, drôle et d'une compassion qui dépassait son âge. Elle savait ce qui s'était passé la nuit de sa naissance, en des termes adaptés à son âge. Je n'ai jamais voulu qu'elle l'apprenne de quelqu'un d'autre ou qu'elle tombe sur des articles de presse sur le procès. Mon papa nous a fait du mal, a-t-elle dit d'un ton neutre quand elle avait 7 ans. Mais tu m'as protégée et maintenant nous aidons d'autres personnes qui ont été blessées. C'est exactement ça, lui ai-je dit. Nous transformons notre douleur en une mission. Elle a hoché la tête sérieusement. Comme le compostage. La maîtresse dit qu'on prend des choses moches et qu'on les transforme en terre qui aide les choses à pousser. J'ai ri et je l'ai serré fort dans mes bras. C'est la métaphore parfaite, ma chérie. Travis est sorti de prison après avoir purgé 12 ans de sa peine pour bonne conduite. J'ai reçu une notification du bureau des services aux victimes. Une partie de moi a senti cette vieille peur remonter, mais je n'étais plus la même femme qui l'avait brutalisée sur ce sol de cuisine. J'avais passé 12 ans à construire une vie, une entreprise et une fondation dédiée à aider les survivantes d'abus. Il a essayé de contacter Lily par une lettre envoyée au bureau de mon avocat. Patrick m'a appelé immédiatement. Il demande un droit de visite, a dit Patrick, le dégoût évident dans sa voix. Il prétend être un homme changé, qu'il a trouvé la foi en prison, et il veut une relation avec sa fille. Il faudra me passer sur le corps, ai-je dit calmement. Déposer une requête pour refuser. J'ai la garde exclusive, et il n'a aucun droit parental après ce qu'il a fait. Déjà rédigé. Je voulais juste te prévenir au cas où il essaierait de t'approcher directement. Il a essayé. Je quittais mon bureau un soir quand je l'ai vu attendre près de ma voiture. Il avait l'air plus vieux, plus dur. La prison avait creusé des rides sur son visage et rendu ses yeux froids. Je veux juste parler, a-t-il dit en levant les mains. 5 minutes. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. Vous violez l'ordonnance de protection en vous trouvant à moins de 150 mètres de moi. Partez maintenant ou j'appelle la police. J'ai vérifié avec mon agent de probation, a-t-il dit. Je suis autorisé à tenter un contact pour demander des droits de visite. Écoute, je sais que j'ai merdé.
J'étais jeune et stupide et j'ai fait des choix terribles, mais je suis différent maintenant. Je veux connaître ma fille. Vous n'avez pas de fille, ai-je dit froidement. Vous avez renoncé à tout droit de vous appeler son père quand vous avez donné un coup de pied dans mon ventre de femme enceinte et que vous m'avez dit de me débarrasser d'elle. Vous avez perdu votre fille quand vous m'avez regardé saigner sur le sol et que vous en avez ri. J'étais ivre. Mes parents étaient des influences toxiques. J'ai eu 12 ans pour réfléchir à ce que j'ai fait et je suis désolée. Ça ne compte pas pour quelque chose? Non, ai-je dit simplement. Désolé, n'efface pas un traumatisme. Désolé, n'efface pas les 6 semaines que Lily a passées à l'usin à se battre pour respirer. Désolé, ne lui rends pas l'enfance où elle aurait eu un père. Vous avez fait vos choix, Travis. Maintenant, vous devez vivre avec les conséquences. J'ai des droits, a-t-il dit, la colère montant dans sa voix. Je suis son père biologique. Vous êtes un donneur de sperme, ai-je corrigé. Rien de plus. Et si vous vous approchez de moi ou de ma fille à nouveau, je vous ferai arrêter pour harcèlement. Je n'ai plus peur de vous. Vous n'avez plus aucun pouvoir sur moi. Je suis montée dans ma voiture et je suis partie, les mains tremblantes mais la tête haute. Il ne m'a pas suivi. Patrick a demandé une nouvelle ordonnance de protection le lendemain, documentant la rencontre. Le juge l'a accordée immédiatement, l'étendant pour couvrir Lily également. Les parents de Travis avaient été libérés plus tôt. Dorothy, après avoir purgé 5 ans de sa peine de 7 ans, et Gérald après 7 ans de sa peine de 10 ans. Ils étaient sortis à des moments différents, mais tous deux ont tenté des approches similaires pour renouer le contact. Dorothy a essayé une approche différente. Elle a envoyé des cadeaux à mon bureau, des jouets et des vêtements pour Lily avec des notes disant qu'elle voulait être une grand-mère. Chaque paquet est allé directement à la poubelle. Puis, elle a commencé à se présenter aux événements publics de la Fondation, se tenant au fond de la salle pendant mes discours. C'était effrayant, mais pas techniquement illégal puisque ces événements étaient ouverts au public. Je l'ai finalement confrontée après un événement. Que voulez-vous, Dorothy? Je veux connaître ma petite fille, a-t-elle dit. Sa voix tremblait comme si elle était la victime. J'ai fait des erreurs. Je protégeais mon fils, et je suis allée trop loin. Mais vous pouvez sûrement comprendre l'instinct d'une mère de défendre son enfant. Je comprends parfaitement cet instinct, ai-je dit. C'est pourquoi je défendrai mon enfant contre vous jusqu'à mon dernier souffle. Vous m'avez donné des coups de pied alors que j'étais en travail. Vous m'avez dit que je méritais d'être étranglée et battue. Vous avez regardé votre fils mettre le feu à la robe de bienvenue de ma fille pendant que je saignais sur le sol. Ce ne sont pas des erreurs? Dorothy. C'est le mal incarné. J'ai changé, a-t-elle insisté. J'ai suivi une thérapie. Je comprends maintenant que ce que nous avons fait était mal. Tant mieux pour vous, ai-je dit. J'espère que cette compréhension vous apportera la paix dans votre vieillesse solitaire, car vous ne connaîtrez jamais Lily. Elle a une famille maintenant? Des gens qui l'aiment et qui ne rêveraient jamais de lui faire du mal. Elle a le personnel de ma fondation qui la traite comme leur propre nièce. Elle a Justine, qui a été plus un oncle pour elle que son frère n'aurait jamais pu l'être. Elle a tout ce dont elle a besoin sans vous. La façade de Dorothy s'est fissurée. Espèce de sorcière vengeresse. Vous nous avez tout pris, notre argent, notre maison, nos réputations. Vous avez détruit notre famille. Non, ai-je dit calmement. Vous avez détruit votre famille quand vous avez élevé un fils qui pensait qu'il était acceptable de brutaliser sa femme enceinte. J'ai juste fait en sorte que vous ne puissiez plus le faire à personne d'autre. La sécurité l'a escorté dehors. J'ai obtenu une autre ordonnance restrictive. Cette fois, quand elle l'a violée en se présentant à l'école de Lily, elle est retournée en prison pour 6 mois. Les années ont passé. Lily est devenue une jeune femme remarquable. Elle faisait du bénévolat à la fondation, aidant les plus jeunes enfants qui avaient été témoins de violences domestiques. Elle voulait devenir psychologue pour enfants afin d'aider les enfants à traiter leurs traumatismes comme elle avait appris à traiter les siens. Ma société de conseil s'est étendue à de nouveaux marchés.
J'ai embauché des survivantes de la fondation lorsqu'elles étaient prêtes à réintégrer le marché du travail, leur offrant des emplois avec des horaires flexibles et des environnements favorables. Plusieurs d'entre elles sont devenues des employés modèles, prouvant que tout ce dont elles avaient besoin était une chance. Je suis sortie avec des hommes de temps en temps, mais je ne me suis jamais remariée. Je n'avais pas besoin d'un partenaire pour me sentir complète. Lily et moi étions une famille, entière et heureuse, telle que nous étions. La fondation, l'entreprise, la vie que nous avions construite ensemble, c'était suffisant. Pour le 16e anniversaire de Lily, elle m'a demandé de lui raconter toute l'histoire de la nuit de sa naissance. Elle connaissait les bases, mais maintenant elle voulait les détails. Nous nous sommes assises dans notre salon, dans la belle maison que nous avions achetée avec l'argent du règlement, et je lui ai tout raconté. Elle a pleuré. J'ai pleuré. Mais quand nous avons eu fini, elle m'a regardée avec une fierté féroce. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse », a-t-elle dit. Tu aurais pu abandonner. Tu aurais pu les laisser te briser. Au lieu de ça, tu as pris toute cette douleur et tu l'as transformée en quelque chose de beau. Tu t'es sauvé toi-même. Tu m'as sauvé. Et puis tu as sauvé des centaines d'autres femmes. Nous les avons sauvées, ai-je corrigé. Cette fondation est autant la tienne que la mienne. Tu es le rappel de la raison pour laquelle nous nous battons. Elle m'a serré fort dans ses bras. Je suis heureuse que tu sois ma mère. Je suis heureuse que tu aies choisi de me garder même quand il aurait été plus facile d'abandonner. Abandonner n'a jamais été une option, ai-je dit. Dès l'instant où tu as enroulé tes petits doigts autour du mien dans cette couveuse, j'ai su que nous allions nous en sortir. Nous allions survivre, et ensuite nous allions prospérer. La Fondation a célébré son 15e anniversaire l'année où Lily a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires. Nous avions aidé plus de 2000 femmes et enfants à ce moment-là. Notre réseau de refuges s'était étendu à 6 sites dans 4 États. Nous avions réussi à faire pression pour des lois plus strictes sur la violence domestique et une augmentation du financement des services aux survivantes. Lors du gala d'anniversaire, Lily a prononcé un discours. Elle a parlé d'être née dans la violence mais élevée dans l'amour. Elle a parlé de m'avoir vu construire quelque chose de significatif à partir d'un traumatisme. Elle a parlé de la responsabilité que nous avons tous de protéger les vulnérables et de tenir les agresseurs pour responsables. Le public lui a fait une ovation debout. J'ai regardé ma fille, posée et passionnée sur cette scène, et j'ai pensé au petit bébé fragile qui se battait pour chaque souffle dans une couveuse. Elle avait déjoué tous les pronostics. Après le gala, Justine m'a prise à part. J'ai entendu par des connaissances communes que Travis a des difficultés. Il ne peut pas garder un emploi à cause de son casier judiciaire. Il vit dans un foyer de transition. Mes parents sont dans une situation similaire, survivant à peine avec la sécurité sociale. Bien, ai-je dit sans hésitation. J'espère que chaque jour est une lutte pour eux. J'espère qu'ils se réveillent chaque matin en se souvenant de ce qu'ils ont fait et de ce qu'ils ont perdu. Tu n'as pas peur qu'ils s'en prennent à nouveau à toi? Qu'ils essaient, ai-je dit. Je ne suis pas la femme effrayée et isolée qu'ils ont terrorisée. J'ai des ressources, des avocats, des systèmes de sécurité et tout un réseau de personnes qui me soutiennent. D'ailleurs, la meilleure vengeance n'est pas la confrontation. C'est ça. J'ai fait un geste vers la pièce remplie de survivantes et de sympathisants célébrant 15 ans de vie changée. Ils ont essayé de me détruire et à la place, j'ai bâti un empire d'espoir. C'est ça, la vraie revanche. Lily est partie à l'université l'automne suivant, à Stanford avec une bourse complète. Je l'ai aidée à s'installer dans sa chambre d'étudiante, les larmes coulant sur mon visage alors que je la serrais dans mes bras. Ça va aller, maman, a-t-elle ri. Tu m'as élevée pour être forte, tu te souviens? Je sais, ai-je dit. Je n'arrive juste pas à croire à quelle vitesse c'est passé. J'ai l'impression que c'était hier que je te tenais dans mes bras à l'usin, te promettant que nous nous en sortirions. Nous nous en sommes sortis, a-t-elle dit. Maintenant, il est temps pour le prochain chapitre. Le prochain chapitre fut en effet remarquable. Lily a excellé à Stanford. J'ai continué à développer l'entreprise et la fondation.
J'ai finalement commencé à avoir des relations sérieuses, rencontrant un gentil professeur nommé Alan, qui appréciait ma force plutôt que de se sentir menacé par elle. Le jour du 20e anniversaire de cette nuit terrible, j'ai visité l'hôpital où Lily est née. L'usin avait été rénové, mais les infirmières se souvenaient encore de nous. Certaines avaient suivi notre histoire au fil des ans. Vous nous avez toutes donné de l'espoir, m'a dit l'une des infirmières de longue date. Nous voyons tellement de cas difficiles, tellement de bébés qui ne s'en sortent pas. Lily a été un rappel que les miracles existent, que la survie est possible, même quand tout semble impossible. Je me suis tenue à la fenêtre d'une couveuse, regardant de nouveaux parents tenir leur petit bébé. La même peur et le même espoir que j'avais ressenti étaient gravés sur leur visage. Puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Lily. « Salut maman », a-t-elle répondu. « Tout va bien ? » « Tout est parfait », ai-je dit. « Je suis à l'hôpital, à l'usin où tu es née. Je voulais juste te dire à quel point je suis fière de toi et combien je suis reconnaissante que tu sois à moi. »« Je t'aime aussi, maman », a-t-elle dit doucement. « Merci de n'avoir jamais abandonné. Merci d'avoir été assez courageuse pour te battre quand se battre semblait impossible. » Après avoir raccroché, j'ai posé ma main sur la vitre de la couveuse. Il y a 20 ans, j'étais de l'autre côté de cette vitre, brisée, en sang et terrifiée. Je n'avais rien d'autre qu'un bébé prématuré et une détermination féroce à survivre. Maintenant, j'avais tout. Une fille épanouie, une entreprise prospère, une fondation qui changeait des vies, et la profonde satisfaction de savoir que les personnes qui avaient essayé de me détruire avaient échoué de manière spectaculaire. C'est ça, la vengeance. La meilleure n'est pas de rendre l'appareil. C'est de leur prouver qu'ils avaient tort. Travis a dit que je n'étais rien, que je n'aurais rien. Au lieu de ça, j'ai tout construit. Dorothy et Gérald ont essayé de se débarrasser de leur petite fille non désirée. Au lieu de ça, cet enfant est devenu une femme remarquable qui rendait le monde meilleur. Ils avaient passé 20 ans à lutter avec les conséquences de leur choix. Pendant que Lily et moi passions 20 ans à prospérer malgré leur tentative de nous briser. Chaque jour de leur misère était un jour de notre triomphe. Chaque moment où ils souffraient était la preuve que le karma est réel et que la justice, bien que parfois lente, est inévitable. Je suis rentrée chez moi, dans la belle maison que Lily et moi avions transformée en un foyer rempli de rire, d'amour et d'espoir. Je me suis versé un verre de vin et je me suis assise sur la terrasse, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'or et de rose. Quelque part là-bas, Travis vivait dans un foyer de transition, sans emploi et seul. Dorothy et Gérald survivaient à peine avec la sécurité sociale, leur réputation détruite, leur famille brisée. Ils avaient tout perdu parce qu'ils avaient essayé de tout me prendre. Et moi, j'ai gagné une vie au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. En cette nuit terrible, j'ai transformé mon traumatisme en mission, ma douleur en pouvoir, et ma survie en un héritage qui aiderait les gens pendant des générations. J'ai levé mon verre au coucher du soleil, à Lily, à chaque survivante qui avait franchi les portes de notre fondation. Et à la femme que j'avais été 20 ans plus tôt, saignant sur un sol de cuisine, mais refusant d'abandonner. Nous l'avons fait, ai-je murmuré. Nous avons survécu. Nous avons prospéré. Et nous avons gagné. Pas parce que nous les avons détruits, mais parce que nous avons construit quelque chose qu'ils ne pourraient jamais démolir. L'amour, l'espoir, et l'esprit incassable d'une mère protégeant son enfant. C'est ça, la victoire. C'est ça. La revanche. C'est tout.